Merci si vous nous rejoignez. Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Tallet, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du Club Efficience, Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières, sur ces libérations d'anciens dignitaires libyens. Brice Nzamba. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, c'est qu'il y a des mesures qui sont prévues dans l'accord de décembre 2017. Et c'est vrai que dans ces mesures d'apaisement, on peut parfois se dire que la Libye n'est pas encore parfaitement stable. C'est que dans cet accord, il est prévu qu'une fois qu'il y aura un gouvernement légal, ce gouvernement légal, au cas où il ne pourrait plus faire face à la sécurisation de tous les territoires, pourrait bénéficier d'une aide des organisations sous-régionales et même internationales pour établir l'ordre. Sauf qu'à la suite des accords, ils n'ont pas réussi, malgré ces accords, à mettre en place ne serait-ce qu'une armée nationale de libération. Pas encore. Donc ils n'ont pas réussi. Ça veut dire que c'est en processus. Moi, je crois que pour compléter ce que vous dites, et ce qu'il manque d'ailleurs, c'est qu'on prend des décisions pour la Libye sans justement l'Afrique, sans les institutions africaines qui sont chargés normalement de faire ce qui est en train de se faire. C'est l'Afrique qui doit être devant. Moi, je ne comprends pas pourquoi. On revient naturellement sur le problème de l'Union africaine. Aujourd'hui, la crise libyenne est réglée à l'Élysée. Alors, c'est pas aussi parce que l'Afrique laisse un vide que l'Occident, notamment la France, est en train de remplir. J'ai dit, nos dirigeants et nos institutions. L'Afrique a eu ce qu'on appelle l'Union africaine. À quoi ça sert? À chaque fois que les crises ont été réglées à l'extérieur de l'Afrique, ces crises-là ont duré des dizaines d'années. À chaque fois, je disais bien. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la structure sociétale de la Libye est une structure fondamentalement africaine où ça fonctionne sur les traditions africaines. Donc, on parle aux gens, on parle aux chefs traditionnels, on va les impliquer dans la résolution, comme le font d'ailleurs tout à l'heure. Il n'y a pas qu'en France que ça fait des réunions se font. Donc moi, je crois qu'à un moment donné, au lieu de forcer les Libyens à prendre des décisions ou à leur dire faire des choses, on doit plutôt les mettre tous, je dis bien tous, qu'ils soient Haftar ou les autres, autour d'une table, avec les institutions africaines. Oui, mais c'est ce qui est en train d'être fait. Mais après j'ai l'impression d'avoir ces débats permanents, éternels, sur le rôle des institutions africaines. On en débat tous les jours. Je pense que les institutions africaines sont ce qu'elles sont. Et je pense que tous les Africains savent combien de fois les institutions africaines ont réglé véritablement des crises en Afrique. Moi, je préfère encore qu'on nous parle des l'ECOMOG, un peu l'organisation ouest-africaine militaire, qui a pu déjà régler quelques crises. On avait vu ça à l'époque en Sierra Leone, il y a eu des interventions au Libéria, ça c'était des faits concrets. Mais aujourd'hui, il y a un problème de financement, de logistique, qui fait que l'Afrique n'a pas les moyens de sa politique. L'Afrique a les moyens de sa politique. Non, je veux dire concrètement. Aujourd'hui, le budget vous savez le pourcentage de financement du budget de l'Union africaine que l'Union européenne fournit. Oui, mais alors Jean-Marie Tallet, et ensuite... Pour compléter ce qu'il lui dit, et c'est parce que c'est absolument faux ce que vous avez dit, excusez-moi du terme, parce que l'Afrique, les dirigeants africains ont même décidé d'aller même s'interposer, aller même parler à Gaddafi. Sarkozy leur a dit que si vous prenez l'avion, on va vous descendre. Donc, mais ils n'ont pas les moyens. On a empêché. Non, ne dites pas que l'Afrique ne fait pas. L'Afrique s'est mobilisée, l'Afrique a tout fait pour empêcher que ce qui se passe en ce moment en Libye se passe. Quand on empêche l'Afrique de le faire, ne dites pas que l'Afrique ne peut rien. Alors on s'entend plus. Les Américains, s'ils veulent agir, ne dites pas que l'Afrique ne peut rien. Si la France dit aux Américains, si vous agissez, on va agir, les Américains vont s'arrêter? Non. Bah voilà. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens, de votre politique, je vous réponds puisque vous dites que ce que je dis est absolument faux. C'est faux parce que vous avez accusé l'Afrique d'avoir rien fait. C'est une réalité. L'Union africaine n'a pas les moyens de s'imposer dans son territoire. Les Américains et les Français étaient ensemble sur la Libye. Jean-Marie Tallet. Ils veulent régler le compte à Kadhafi, ils l'ont fait. En empêchant l'Afrique de réagir. Et demain, notre dirigeant africain, s'il tient tête, il fera la même chose. Donc, réfléchissez, ne dites pas que l'Afrique ne peut rien faire. On a tous les moyens. Jean-Marie Tallet. En train de nous empêcher de régler le problème. Abdel, effectivement, l'Afrique dispose des moyens de sa politique. Sauf que ces moyens-là, l'Afrique ne les affecte pas à la priorité de ce qui la concerne. C'est ça le véritable problème. L'Afrique est riche, suffisamment riche, même financièrement riche. La plupart de tous les pays africains sont lourdement endettés.
C'est quand même paradoxal. Donc, non, mais sont lourdement endettés, ça veut dire qu'ils ont pris beaucoup d'argent. Oui, pour faire quoi? Point d'interrogation, pour faire quoi? On les a affectés à quoi? Vous savez très bien où est parti cet argent. On le sait très bien. Voilà, donc il faut l'affecter à des choses utiles. Les organisations s'endettent parce que ça veut faire des choses utiles. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Ça, c'est le premier point. Maintenant, quand on laisse des problèmes africains être réglés en dehors de l'Afrique par des institutions africaines, il faut savoir que ceux-là qui coordonnent, qui dirigent la direction, en tout cas qui dirigent la mise en place de ces solutions d'apaisement, voguent d'abord sur leurs propres intérêts. Ce qui est logique. Et donc ça peut durer éternellement, ça peut durer toute la vie. Alors non, mais c'est tout à fait logique. Qu'ils règlent vos problèmes pour sauvegarder vos intérêts à vous. C'est là où j'essaie de vous expliquer. Mais on n'est pas en religion, monsieur. On est en politique. Quand il s'agit de pays, tout est lié. C'est là où j'essaie de vous expliquer. Vous ne pouvez pas dire à la France qu'il y a des, comme vous dites, il y a des intérêts. Aujourd'hui, vous pensez quoi? Attendre quoi à ces puissances-là? Mais le problème, c'est d'attendre. À peine Kadhafi tombé, ils sont déjà en train de se déchirer sur le partage du pétrole en Libye. Mais bien sûr. Aujourd'hui, chacun. Mais laissez-moi finir. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour cela que je dis, moi, toutes ces histoires des accords à l'extérieur de l'Afrique avec des gens qui ont des intérêts en Libye, qui veulent exploiter le pétrole libyen, qui veulent avoir leur part et décider de résoudre le problème, ils le feront toujours de façon subjective. Il n'y aura aucune objectivité dans ce ça paraît évident. C'est comme si vous nous dites que la Lune, c'est le satellite. En fait, monsieur, vous enfoncez. Vous validez ces mascarades. Vous dites que c'est bien. Vous dites que personne ne dit que c'est bien. Ici, on n'est pas dans le domaine du bien et du mal, monsieur. On est dans le domaine du bien et du mal. On est dans le domaine de l'analyse de ce qui est objectif. De ce qui est objectif. On est dans le domaine du bien et du mal. Ah non. On n'est pas en religion, monsieur. On n'est pas en religion ici. Nous nous battrons pour le bien de l'Afrique. Nous défendons c'est notre conception du bien qui n'est pas forcément la conception du bien des autres continents et des autres organisations. Notre priorité, c'est nous. C'est notre continent. Alors, mais il ne faut pas s'étonner que les autres défendent leur conception du bien pour eux, monsieur. Donc, ne défendez pas les positions. Mais non, on ne défend pas la position. Vous confondez la compréhension et la justification. Je ne confonds pas. Si, parce que pour pouvoir discuter contre quelque chose, aujourd'hui, quand je vois des personnes avec aucune objectivité qui viennent résoudre des problèmes avec des angles et des points de vue exactement par rapport à leurs propres intérêts, dans ce cas-là. Mais c'est évident, monsieur. Dans ce cas-là, le monde a mis des institutions, le monde a créé l'ONU qui doit décider de régler les problèmes sans ces ayeurs des intérêts. Donc laissons l'ONU régler. Pourquoi la France doit régler alors que l'ONU c'est son travail? Vous parlez de l'ONU. Mais voilà, qui a fait l'ONU? Donc dans ce cas-là, si vous ne voulez pas que l'ONU règle, n'acceptons pas que des puissances viennent nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on doit régler le problème. Bon, alors, je comprends plus de quoi on parle. Sur ces libérations, s'il vous plaît, sur ces libérations, donc vous l'avez dit, on l'a bien compris, la Libye demeure un pays profondément divisé. Et en cela, la libération en juin 2017 de Saïf al-Islam Kadhafi a été très symbolique. On a vu beaucoup le soutiennent. Alors, mais de l'autre, et ça reste quand même les plus nombreux, disent vouloir s'attaquer à lui si jamais il arrive au pouvoir. On a notamment les brigades les plus révolutionnaires comme les brigades de Misrata, Benghazi, Zaouia, ou il y a encore les milices islamistes. Est-ce que ces nouvelles libérations ne vont pas alimenter la contestation et exacerber les tensions déjà présentes sur le terrain, Jean-Marie Talley? C'est possible, puisque ça a été déjà mal organisé, d'aller de prétendre qu'on va les libérer sans qu'il y ait une véritable organisation derrière pour éteindre certains foyers. Il est très possible que ces soulèvements, parce que les milices sont là, elles existent, elles s'opposent entre elles, il y a multiples milices qui s'opposent, même ceux qui sont, vous avez des brigades de défense qui sont, il y a un peu de tout, il y a des autoproclamés qui sont encore là. Donc naturellement, ça ne peut pas se passer comme une lettre à la poste. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui aujourd'hui seront élargis, c'est des gens qui ont quand même gouverné ce pays, qui connaissent les rouages du pays, qui ont eu l'assentiment de la plupart des Libyens, de beaucoup de Libyens, mais qui se retrouvent peut-être aujourd'hui floués ou dans une situation où, peut-être quand ils seront libérés, ne reviendront plus en politique ou referont la politique en fonction des intérêts personnels. Et c'est là où le problème se pose, parce qu'ils doivent prendre camp pour une milice ou pour une autre. Parce qu'étant là où ils étaient, où ils sont encore actuellement, est-ce qu'ils font allégeance à des milices ou pas? N'oubliez pas qu'il y a des milices en plus à l'intérieur djihadistes et islamistes qui se battent, en dehors des autres qui se battent pour le pétrole. Donc il est très probable que ça active
les violences qui existent déjà actuellement. Mais toujours est-il que les accords qui sont signés, si on ne travaille pas beaucoup dessus pour les mettre en place et pour les appliquer, comme disait Maître tout à l'heure, ce sera lettre morte et on restera encore pendant longtemps. Oui, il faut un cadre. Et les autres qui, nous, entre guillemets, ont gouverné la mise en place de ces accords, vont continuer à tirer profit, comme aujourd'hui dans le pétrole. C'est eux qui disent que le pétrole, les quantités, les productions des barils le jour, je crois que ça baisse de plus de 240 000 par jour, ça baisse. Ça fait 130 milliards d'économies, du moins, d'argent qui diminue au fur et à mesure dans le pays. Mais le pays n'en profite pas, même quand ça remonte. Le pays n'en profite pas, parce que c'est dans un foutoir terrible. Ce sont les autres qui profitent. Les bateaux qui viennent aujourd'hui pomper du pétrole pour partir, c'est en dehors de la Libye. Ça va ailleurs. Vous comprenez que les intérêts ne sont pas forcément ceux de la Libye, ceux des Libyens, c'est pour les autres. Donc naturellement, les gens qu'on libère ou les gens qu'on va élargir, quand ce n'est pas bien organisé, ne soyons pas très surpris que ça active et que ça attise d'autres tensions. Alors effectivement, on a quand même une décision qui semble arriver de nulle part, parce que, alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, alors, ces prisonniers étaient dans une prison Al-Haddada où ils sont restés plusieurs années. En effet, ils auraient subi différents actes de torture. Beaucoup d'entre eux, donc, effectivement, souffrent de maladies graves et gardent des séquelles. Mais alors, on a appris que, comme depuis un certain temps, ils ont été déplacés en résidence surveillée, où ils seraient effectivement placés avec des installations médicales. Donc là, pourquoi cette décision alors que... Non, mais en fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à la vérité, on ne les libère pas parce qu'ils ont des problèmes de santé, puisque, comme vous venez de le dire, ils ont déjà été libérés, mais en résidence surveillée depuis un certain temps. Ils reçoivent même des proches qui viennent leur rendre visite. Ils ont même, pour certains d'entre eux, le droit de communiquer même au téléphone. Donc, il faut trouver une raison qui fasse un peu, je dirais, humanitaire, pour dire que voilà, c'est pour des raisons humanitaires qu'on les libère. Mais à la vérité, c'est une décision politique qui s'inscrit dans un élan, en tout cas espère-t-il, d'apaisement. Alors, est-ce que ça va produire des effets? C'est comme je l'ai dit dès le départ, c'est le temps qui va nous le dire. Mais en tout cas, en politique, il y a la volonté. Il faut d'abord avoir la volonté politique de pouvoir atteindre un objectif. Et pour atteindre l'objectif, il faut poser des actes. Et donc, moi, je suis pour ceux qui agissent, et qui agissent dans la volonté et dans l'intention d'apaisement et de faire respecter le cadre qui a été signé, qui est le seul cadre aujourd'hui susceptible de faire que la Libye redevienne un État. Abdelkarim. C'est exactement ce qu'il dit en fait. Il faut qu'on est dans un cadre apaisé. D'accord, personne n'est contre. Il faut apaiser la Libye. Mais comment le faire? C'est ça la question. Aujourd'hui, moi je dis la puissance des tribus. Il faut vraiment en tenir compte. Aujourd'hui, comme les Gaddafa sont détestés par certaines tribus, admirés par d'autres, des alliances avec ci, des alliances à gauche. Aujourd'hui, vous voyez, la puissance des tribus est telle que quand on est dans une région, il suffit que les chefs de tribu disent qu'on fait allégeance ou soutien avec ces tout le monde doit soutenir. Tu ne peux pas dire que moi je vais soutenir Haftar, même si je suis, donc, parce que tu suis ta tribu. Donc le fait de libérer ces gens-là, peut-être qu'il y a eu un deal avec le gouvernement actuel qui est à Tripoli, avec les Tripolitains et donc les Gaddafa et les autres, pour pouvoir peut-être être en position de force, créer un rapport de force face à Haftar pour pouvoir peut-être peser ou même c'est possible. Obliger ou faire basculer c'est possible. Et il est aussi possible que la non-compréhension de ces accords-là fait et peut-être que quand on prend des décisions à l'extérieur de l'Afrique, on ne respecte pas les spécificités culturelles, la sociologie africaine en termes de gestion de ces problèmes. D'où le côté des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels. Donc moi, je dis c'est ça. Il faut vraiment tenir compte de ça. C'est pas mauvais en soi. Peut-être qu'ils les ont libérés parce qu'ils ont fait un deal avec les chefs traditionnels, qui ont apporté leur soutien, libéré le nôtre. Comme ça, nous, on va être réhabilités parce qu'aujourd'hui, il y a une question de la réhabilitation du clan de Kadhafi. Parce qu'aujourd'hui, les clans de Kadhafi sont devenus les parias parce que tous les autres sont contre eux. Donc, le fait de faire une alliance avec ce gouvernement-là, les ramène dans le jeu politique, le fait de les ramener dans le jeu politique. C'est tout l'espoir. Si on peut les ramener, Kadhafi a construit quand même son système pendant 42 ans. Tout à fait. Donc, donc il a des partisans. Alors, je reviens donc à ma question de départ. Est-ce que c'est le retour des kadhafistes à quelques mois des élections? Non, on va plutôt dire qu'on espère que ce soit ça. Parce qu'ils ont construit ce pays pendant plus de 42 ans, ils ont forcément des partisans. S'ils pouvaient être en train de retourner en politique pour pouvoir s'asseoir autour d'une table et mener des négociations de façon plus saine et plus claire, avec une vision, une projection de la prochaine, en tout cas de la future Libye, ce serait intéressant. Et vous savez Mais de là à dire que c'est le retour...
Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comment vit le pays, c'est hypothétique. C'est ce qui s'est fait, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, enfin, quand on a le retour des Libyens, tous les Libyens, par rapport à ce qui se passe maintenant, vu les catastrophes, la violence, l'insécurité, les tueries, ils disent on regrette la période de Kadhafi. Beaucoup disent ça. Donc, ça veut Alors cela, c'est vu notamment lors des précédentes élections en 2012 et 2014. C'est la société qui dit ça. Non, c'est pour vous dire on ne les libère pas sous couvert des institutions. Non, je n'ai pas dit on libère des individus, mais on ne libère pas des... Je n'ai pas dit que c'est à cause de ça qu'on l'a libéré. C'est pour vous dire qu'ils ont quand même un potentiel de retour qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable. Mais si on nous avait signalé dans ces accords de libération prochaines-là, qu'on les libère sous couvert d'une institution politique à laquelle ils appartiennent, et, et de manière identifiée, bien évidemment, on saurait que là, ils reviennent en politique. Mais pour l'instant, on signale simplement qu'on libère des individus. C'est par étapes. On élargit éventuellement des individus qui vont certainement adhérer à des choses derrière. En tout cas, le 10 décembre, c'est une date vraiment mal choisie parce que c'est vraiment très proche et les choses ne sont pas prêtes. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas que les gens vont voter pour un président qui n'est pas de leur région ou de leur clan. Alors on aura... Oui, mais ça, c'est partout en Afrique. Hein. Personne ne vote pour un président qui n'est pas de son clan ou de sa région. Donc, c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. En revanche, ça fait partie de la culture africaine. Le cas de la Libye, c'est puissance 1000, quoi. Peut-être. Brice Nzamba. Oui, voilà. En fait, moi, je dirais que ces dignitaires sont libérés pour la circonstance que ce sont des dignitaires du régime de Kadhafi. C'est-à-dire que c'est ça qui motive vraiment leur libération. C'est le premier élément motivateur. Et donc, je suis d'accord, je pense que cet élément d'analyse est pertinent, parce que c'est une manière, en fait, d'envoyer un signal pour dire qu'aujourd'hui, on veut recomposer le jeu politique, donc on ne veut plus exclure des gens. Donc, si vous souhaitez, à l'avenir, vous organiser autour des idées ou de la vision qui est portée Kadhafi, libre à vous. Et si vous souhaitez que ce soit le fils de Kadhafi qui soit votre leader, votre chef, libre à vous aussi. Donc ça, je pense que c'est un signal fort de réconciliation. Voilà, c'est de réouvrir le jeu politique à tout le monde. On peut dire le début. Le début, voilà. En tout cas, c'est le début du commencement. Voilà, exactement. Voilà, alors voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette libération. Alors, elle n'est pas encore officialisée, mais ça reste une annonce encore. Hein, libération d'anciens dignitaires de l'ère Kadhafi, dont l'ancien chef des services du renseignement, Abou Zaïd Dourda. Allez, on marque une très courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.